À la une de l'actualité ce soir, Sandogo a soif, Sandogo ne dort plus. Dans ce quartier de l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, l'eau ne coule presque plus dans les robinets en journée. Il faut veiller pour l'avoir. Les populations n'en peuvent plus. Elles ont exprimé leur ras-le-bol ce samedi. L'autorité est appelée à venir en aide à des humains en détresse. La grogne des producteurs et commerçants de savon local, ils dénoncent une forme de concurrence déloyale qui crée une mévente de leur production. Ils ont décidé d'agir en bloquant un chargement. Tous les détails de cette affaire dans ce 19h30. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve pour cette session. Bonsoir et bienvenue à tous. Les robinets existent, mais ils brassent du vent. L'eau dicte sa règle à Sandogo. C'est une affirmation des habitants de ce quartier situé dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Plus de 3 semaines que des résidents jouent les guetteurs d'eau potable en vain. Ils ne dorment presque plus. Il faut être éveillé à 1h du matin pour espérer quelques gouttes. Une situation vécue comme la goutte d'eau de trop. Les résidents ont exprimé leur mécontentement ce matin. Constat sur place, Benjamin Kwame. Sandogo, un quartier de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. C'est le quotidien de ses habitants. Femmes et enfants déboursant leur énergie en transportant des bidons d'eau, à vélo ou en charrette. Ces femmes viennent pour certaines des bonnes fontaines à des distances éloignées des concessions. Pour d'autres, c'est sur ce site de carrière où l'eau a stagné depuis des jours. Une eau qui laisse à désirer de sa qualité. C'est elle que Rosalie puise pour ses activités ménagères. Dans ce quartier, il y a un vrai problème d'eau. Si tu veux de l'eau à la fontaine, il faut se lever à 4 heures du matin et parfois le débit est très faible. Avec ces fêtes de fin d'année, c'est encore plus difficile. Cette eau n'est pas potable, mais au moins on peut l'utiliser pour rincer des habits par exemple. Mais de l'eau à boire, c'est vraiment difficile d'en trouver. Triste et découragé. Un sentiment que partage Nazer Kaboré. Plus de 3 semaines, difficile d'avoir de l'eau potable. Robinet sec. L'eau est venue ce samedi 26 décembre et tous les récipients sont utilisés pour conserver le liquide précieux. Franchement, effectivement, on est dans ce calvaire. Depuis 3 semaines, on n'a pas de goutte d'eau au niveau du robinet. C'est chez nous quand il y a l'eau. Et dans le quartier, c'est à partir de 1h30 à 3h. Ça, en tout cas, on dit qu'on a l'eau à Sandro. Mais depuis 3 semaines, on ne fait que veiller. On n'a aucune goutte d'eau au niveau du robinet. Ce qui me fait très mal, c'est surtout les enfants. Quand ils se réveillent, il n'y a pas de l'eau pour se doucher, il n'y a pas l'eau pour rincer les habits quand ils reviennent de l'école le soir. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de sortir dehors pour payer. Il faut acheter avec des particuliers ou à la fontaine. Mais encore, ces fontaines brassent du vent. Et on s'interroge. Et puis ici, à côté, il y a l'eau permanente là-bas. Donc moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et nous, à Sandro, à peine quelques kilomètres, et cette histoire-là nous vraiment préoccupe chaque année. Les femmes du quartier, rassemblées devant la fontaine, sèches, expriment aussi leur désolation. Sincèrement, nous souffrons énormément pour avoir de l'eau. Parfois, il faut aller vers le château de Pissi pour avoir de l'eau potable. Ça fait environ 1 mois que nous n'avons pas eu de l'eau dans les ménages. Malheureusement, nous ne savons toujours pas pourquoi l'eau est coupée dans la zone. Nous appelons vraiment à l'aide. L'autre inquiétude de ses habitants, il y a manque d'eau. Mais les factures ne manquent pas, souvent même avec des montants très élevés. Encore, l'ONIA continue de nous envoyer des factures. Et on n'a pas d'eau. Et puis, bon, on nous envoie des factures. Bon, souvent, on peut dire que, bon, il y a des coupures, ça peut arriver, peut-être une journée. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les femmes, elles passent toute la nuit à attendre l'eau jusqu'au petit matin et rien ne vient. Ces habitants affirment avoir déjà interpellé plus d'une fois la nationale de l'eau, mais le problème persiste. Cette sortie vise donc à interpeller l'ONIA et toutes les autorités compétentes. On a fait des branchements, on a des engagements et l'ONIA vraiment en tout cas devrait essayer de voir pour pouvoir résoudre le problème. Donc on aurait souhaité quand même que ces responsables ou même les techniciens de l'ONIA qui passent vraiment nous expliquer quel est le problème. Sinon on ne peut pas continuer comme ça. En attendant, les regards de ces hommes et femmes sont tournés encore vers l'Office national de l'eau et de l'assainissement.
Voici donc pour le SOS des populations de Sandogo. À Bobo Dioulasso, ce sont les producteurs et commerçants de savon local qui manifestent également leur mécontentement. Ils en veulent à un commerçant importateur de savon. Ce dernier aurait violé un accord entre les acteurs de production et de commercialisation de savon local, un accord verbal qui indiquerait que les importateurs de savon appelés Kabakuru devraient réduire leur chargement entre 3 et 4 par importateur et par mois au lieu de 10. L'objectif des membres de l'association des producteurs et commerçants de savon local du Burkina est de faciliter l'écoulement des productions locales victimes de méventes. Sur les 3 importateurs, un seul refuse de respecter l'accord, ce qui suscite la tension au sein des acteurs. Surtout Justin Dabiré. Ces femmes de l'association des producteurs et commerçants de savon local du Burkina, appelée Savon Kabakuru, dénoncent le non-respect par un des leurs d'un accord qui aurait été arrêté par les acteurs de la production et de la commercialisation du savon local. Cet accord aurait plafonné le nombre de chargements de savon importés à 3 ou 4 chargements par mois et par importateur au lieu de 10 comme cela se faisait. Sur les 3 importateurs, un seul refuse d'appliquer cet accord. Après plusieurs heures d'attente au poste de douane pour empêcher son 5e camion du mois d'arriver à destination, les manifestants se déportent au poste de péage où le camion s'est immobilisé. Nous qui produisions ici, chacun a 30 employés et d'autres 40. Mais cela fait 3 ans aujourd'hui que nous n'arrivons pas à travailler. Donc nous avons appelé les commerçants ivoiriens et ensemble avec les commerçants burkinabés, on s'est accordé pour qu'ils diminuent le nombre de camions qu'ils font rentrer au Burkina pour que nous aussi, nous puissions produire et vendre notre savon local. Si nous vendons à 200, eux ils vendent à 150. On a dit comme c'est ainsi, chaque importateur devait faire entrer 4 camions. Ils sont 3, ce qui fait 12 camions le mois. Les 2 autres ont accepté et Adama a catégoriquement refusé. Aux environs de 18h30, 2 pick-up de la police arrivent sur les lieux. Un dialogue entre les éléments de la police et les manifestants est engagé. Plus d'une trentaine de minutes après, un compromis définitif n'est toujours pas trouvé. Nous n'avons rien arrêté d'abord. Ils disent de nous approcher de l'entrée de la ville et ils vont informer la hiérarchie pour avoir des instructions afin de conduire le camion. Il faut que ce camion aille à Fourrière. Il y a longtemps que nous sommes dans cette activité. Mais s'il faut que dans ton propre pays, tu n'arrives pas à te nourrir, cela n'est pas bien. Adama n'a qu'à faire pardon. Dieu ne va pas descendre supplier quelqu'un. Qu'il respecte l'accord de départ. Le nommé Adama dit ne pas se reconnaître dans un quelconque accord qui lui interdirait de faire entrer autant de véhicules qu'il veut. Pour lui, cette manifestation est tout simplement un complot monté par ses concurrents contre sa personne pour anéantir ses affaires. S'ils veulent qu'on discute d'autres choses, qu'on le fasse. Si c'est affaire de camions, je ne suis pas dedans. Je ne partage le nombre de camions avec personne. C'est vous qui êtes venu me trouver dans cette activité. Vous ne pouvez pas me dire de partager le nombre de camions de façon équitable avec vous. Nous n'avons pas les mêmes manières de faire entrer nos marchandises. Nous ne sommes pas les seuls à importer les marchandises. Et ceux qui amènent les marchandises dans les conteneurs de train, qu'allez-vous leur dire? D'autres utilisent d'autres types de véhicules. Les marchandises viennent d'Abidjan et de partout. Ce n'est rien d'autre que de me nuire, sinon il n'y a rien. Selon Adama Ibrango, l'affaire serait entre les mains de la justice qui doit trancher. Ce n'est pas à la population d'arrêter un camion. C'est comme s'il n'y avait pas d'autorité dans ce pays. Sinon, ceux-là ne peuvent pas arrêter un camion eux-mêmes. Même si je n'ai pas raison, ce n'est pas normal qu'ils décident soi-même d'arrêter le camion. Normalement, ils doivent exposer le problème auprès des autorités pour qu'ils agissent. Ils se sont donc substitués à la loi. Il y a près de 3 à 4 mois que nous courons derrière les autorités pour les soumettre nos difficultés. Comme l'autorité ne veut pas nous aider, nous allons le faire nous-mêmes. On est fatigués. Aux dernières nouvelles, selon les protagonistes, le camion a été conduit dans les locaux de la compagnie républicaine de sécurité CRS de Bobo Dioulasso. Une question ce soir. Que deviennent les corps des 2 militants de l'ODJ assassinés en mai 2019 dans la province du Yaga, région du Nord? Eh bien, les corps sont toujours à la morgue. L'Organisation démocratique de la jeunesse réclame toujours une autopsie. Plus d'1 an après, la section du Nord promet d'engager des luttes dans les jours à venir. Maguette Bako. C'est une conférence qui a réuni ici à Kongoussi un peu plus de 200 membres de l'ODJ venus des 4 coins de la région du Nord. Au menu des échanges,
l'insécurité et le pillage des ressources minières dans la région, mais aussi l'assassinat de leurs camarades. À travers cette rencontre, l'Organisation démocratique de la jeunesse section du Nord exige la lumière sur la disparition de leurs compagnons de lutte assassinés le 31 mai 2019 dans la province du Yaga. Des mois se sont écoulés et leurs camarades s'impatientent. Les corps sont toujours à la morgue de Bogodogo. Et on attend toujours impatiemment l'autopsie pour définir le mobile de leur assassinat et procéder maintenant à leur inhumation. Et nous sommes sûrs et certains, nous, organisation de jeunes, progressistes démocratiques, patriotes, révolutionnaires, on a pris la décision ferme de nous battre jusqu'à ce qu'il y ait vérité et justice par rapport à ces deux crimes-là. Pour le bureau régional de l'ODJ du Nord, la mort de leurs camarades intervient certes dans un contexte de terrorisme, mais cela ne saurait justifier le refus des autorités d'accéder à leurs requêtes. On sait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'assassinat, et on a toujours vu que quand les terroristes, ce qu'on appelle terroristes, tuent, on trouve les douilles. Mais il y a eu un nettoyage avant l'arrivée des populations sur le lieu du crime. Il n'y avait pas de douilles. Donc cela veut dire que ça a été fait sciemment, et peut-être ils n'ont pas été entendus même, pour savoir que vraiment ils partaient à un rendez-vous avec monsieur le haut-commissaire. Fadou Cissé et Ama Balima sont désormais considérés comme des héros de la nation aux yeux de leurs camarades. C'est pourquoi le bureau régional de l'ODJ section du Nord annonce des actions dans les jours à venir pour exiger la lumière sur l'assassinat de leurs compagnons de lutte. C'est une approche salutaire dans un pays sahélien comme le Burkina Faso. L'éducation environnementale à l'école. Un rapport d'étude a été dressé sur l'état des lieux. Il devra proposer une stratégie d'introduction de cette approche dans les curricula. Justin Amonto. À travers son secrétariat technique national, la Direction générale de la RED+, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et la direction en charge de la promotion des éducations environnementales et de l'éco-citoyenneté du ministère de l'Environnement veut intégrer la dimension RED+, dans les curricula d'éducation burkinabé. Cet atelier est une occasion pour ces acteurs de l'environnement de présenter le rapport d'étude sur l'état des lieux de l'éducation environnementale au Burkina Faso. Il est bien vrai qu'il y a déjà des guides qui ont été élaborés de par le passé pour accompagner donc, le ministère en charge de l'éducation nationale pour prendre en compte la dimension. Parce que si on veut gagner la victoire sur la préservation de l'environnement de façon globale, c'est de travailler effectivement la durabilité. Et cette durabilité, c'est de l'intégrer donc déjà dès la base, à travers donc la petite enfance, mais également les scolaires et le niveau secondaire. L'objectif est d'inculquer à la jeune génération du pays des hommes intègres les mécanismes des politiques et systèmes positifs pour la préservation de l'environnement. Vous savez, tant que l'éducation en tant que pilier de développement sera mise en œuvre, il faut qu'effectivement on travaille déjà à l'intégrer dès la base. Cette stratégie nationale RED+, est élaborée depuis 2015 afin de contribuer à la protection de l'environnement au Burkina Faso. Les statistiques pour mieux planifier le développement du Burkina Faso. Au palais de justice de Ouagadougou, 25 agents de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, prêtent serment. Ils réitèrent ainsi leur engagement à protéger les données nationales, mais aussi à conserver secrètement les informations relevant de la sûreté de l'État. Benjamin Kwame. C'est une tradition. Chaque année, un démembrement de l'Institut national de la statistique et de la démographie se donne à cet exercice devant la loi. Une prestation de serment pour renouveler l'engagement des agents de l'INSD sur le secret statistique. La prestation de serment des statisticiens ou du personnel du système statistique national est une obligation de la loi portant réglementation et organisation des activités statistiques au Burkina Faso. Donc, ce qui fait que chaque année, nous organisons cette prestation au niveau du tribunal afin donc de rappeler à nos agents leur engagement vis-à-vis, en tout cas, de l'observation en particulier du secret statistique.
25 statisticiens au total et le secret statistique ici est l'ensemble des dispositions qui encadrent la gestion des traitements des données liées aux individus et aux entreprises, explique Bourey Maouedraogo. Et dans cette dynamique, la loi encadre le traitement de ces données et les agents le savent bien. La prestation est donc très importante. Ce qu'on vient de mener, c'est réellement très important. Voilà, en tant que statisticien, on est vraiment amené à travailler avec les gens, à collecter des données sensibles, des données privées. Souvent, les gens ont des réticences. Voilà, donc savoir en réalité qu'en tant que nous, statisticiens-là, il y a une loi en fait qui régit en réalité cette profession-là, qui nous contraint réellement à cette confidentialité des données-là. Voilà, je pense que ça peut, dans un sens aussi, aider les populations réellement à se sentir un peu en sécurité, quoi, savoir que leurs données-là sont entre de bonnes mains. C'est un acte capital, parce que la profession des statistiques est beaucoup complexe. Vous êtes amené à collecter des données confidentielles, des données sensibles. Il faut donc rassurer, en tout cas la population, quant à la préservation de la protection de leurs données personnelles. Au niveau du système de statistique nationale, on dispose un peu plus de 400 agents statistiques. La prestation de serment des agents de l'Institut national de la statistique et de la démographie est intervenue en marge de la journée africaine de la statistique tenue ce 22 décembre 2020. Des agents qui prêtent serment, d'autres qui sont décorés pour services rendus à la nation. Infrastructure, transport, habitat, ils sont près d'une centaine d'agents au sacrifice reconnus. C'est avec fierté et plus d'engagement qu'ils portent désormais la médaille. Alexis Bilem-Naba. Ils sont 97 travailleurs de 3 départements ministériels, notamment des infrastructures, des transports et de l'habitat, à être décorés ce mercredi 24 décembre. Ces hommes et femmes sont distingués pour la somme de leur mérite reconnu sur la base de leur service rendu à la nation. C'est la première fois que ces 3 départements ministériels décident de distinguer leurs agents. La nation burkinabé est reconnaissante à ses filles et à ses fils qui se sont distingués par leur abnégation au travail, par les sacrifices consentis et par l'amour de la patrie. Nous sommes conscients que c'est par les sacrifices de l'ensemble de ces travailleurs, c'est par leurs inlassables efforts que nous arrivons à accomplir les missions qui nous sont assignées et à atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Et nous les exhortons à continuer à fournir les mêmes efforts pour les périodes qui viennent et à porter fièrement ces médailles pour donner l'exemple aux générations futures et pour perpétuer la tradition de l'excellence, la tradition de l'amour de la patrie et la tradition du travail bien fait. Un hommage rendu à ces agents sur la base de leur mérite, mais aussi de leur ancienneté. Ça fait 31 ans de service. Je pense que j'ai rendu également ce service-là et que ce soit reconnu. Et j'en suis énormément fier. Et également, je suis reconnaissant envers mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont proposé à cette décoration. Je rends également un vibrant hommage aux plus hautes autorités de ce pays qui ont eu confiance en nous et qui ont placé cette confiance-là. Et à cet effet, ils nous ont décerné cette médaille. Il a plu aux autres autorités de ce pays de me décerner ce soir le grade de chevalier de l'ordre de mérite avec agrafe, transport et sécurité routière. C'est une joie immense qui m'anime. Mais aussi, je suis animé par le sentiment d'avoir accompli un travail bien fait. Et permettez-moi de rendre hommage à la hiérarchie, le ministre des Transports, la mobilité urbaine et de la sécurité routière et le directeur général de l'ONASER pour avoir reconnu et récompensé mes efforts à la tâche durant 36 ans de service. Et je dédie enfin cette médaille à ma famille, la famille royale de Conquis Senga, à tout le personnel de l'ONASER et les partenaires de l'ONASER, ces hommes et ces femmes, jour et nuit, qui luttent contre l'insécurité routière pour sauver des vies sur nos routes. Les 97 récipiendaires de ces 3 départements ministériels se répartissent comme suit. 40 travailleurs des infrastructures distingués avec agrafe infrastructure et équipement, 15 agents du département de la mobilité urbaine avec agrafe transport
et 40 de l'habitat avec agrafe urbanisme et habitat. Même ambiance, même cérémonie au département des affaires étrangères, mais là-bas, la décoration a un goût singulier, un caractère historique. C'est en effet la première fois qu'une telle cérémonie est organisée au ministère des Affaires étrangères. Sandrine Zogouri. Il rentre ainsi dans l'histoire du Burkina Faso, pionnier du ministère des Affaires étrangères, à recevoir des distinctions. Ces hommes forts de la diplomatie ont vu leur mérite reconnu par l'État. Des efforts couronnés par ces médailles honorifiques. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre de mérite de l'administration du travail avec agrafe diplomatie. Singapour est honoré après 20 ans de service. Une grande satisfaction après tant d'années. Si je dis tant d'années, j'ai pas moins de 20 ans de service. Et durant ces 20 ans de service, on a été sur tous les chantiers du ministère des Affaires étrangères, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Aujourd'hui, bénéficier de cette reconnaissance, c'est vraiment toute une satisfaction. Au nombre de 25, figure ce guide religieux Aboubakar Cheikh Doucouré, reconnu par son sens de la diplomatie. Depuis 1984, quand le regretté Thomas Sankara m'a désigné comme représentant de Burkina à l'Académie islamique internationale des jurisprudences auprès de l'OSOI. Donc après, j'ai représenté notre pays dans plusieurs organisations, comme ISESCO, comme l'OSOI, etc. Donc j'ai participé à toutes les réunions, qu'ils soient ministériels ou bien au niveau des chefs d'État de l'OSOI pendant des décennies. Donc aussi le ministère juge que j'ai fait des efforts. Donc j'ai servi la nation. Je suis très heureux pour ça. Donc c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, pour nous récompenser. Pour le premier responsable de la diplomatie, c'est la toute première fois que son ministère organise une cérémonie de reconnaissance au profit de ses agents. Occasion pour Alpha Bari de faire le point des dossiers lourds de son mandat. Précisément le 15 janvier, c'est-à-dire 3 jours seulement après ma nomination, il y avait l'affaire du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et l'attentat de Cappuccino. Ça a été des dossiers difficiles et environ une semaine après, il y avait l'attaque contre le camp de Yimdi. Et pour tout cela, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai été fortement impliqué dans ces 3 dossiers pour donc essayer de trouver des solutions. Et nous sommes arrivés donc avec le conseil du président du Faso. Nous sommes arrivés à des solutions sur l'ensemble de ces dossiers, comme tous les autres dossiers. Au niveau administratif également, nous avons fait des efforts, à commencer donc par la création d'une commission d'affectation qui n'existait pas donc dans ce ministère. À cette distinction des agents et personnalités méritant des affaires étrangères, l'ambassadrice du Sénégal au Burkina Faso, en fin de mission, a été faite officier de l'ordre de l'étalon. Une reconnaissance qui traduit toute la complicité et la solidarité qui existent entre ces deux nations. Un nouveau bâtiment pour l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle. Un bâtiment R+1 pour plus de commodité dans l'apprentissage des disciplines artistiques et culturelles. Car à l'INAFAC, certains cours se prenaient sous les arbres. Archimède Boy. Voici le nouveau bâtiment de 8 salles de classe de l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle. Il vient remplacer cet ancien bâtiment de 4 salles de classe. Financé par l'État burkinabé à hauteur de 300 millions de francs CFA, il est l'aboutissement des attentes des acteurs du monde de la culture. Effectivement, ce que nous avons vu avant, vous l'avez appris, il n'y avait que ce bâtiment d'à peine 4 classes et qui était réduit. Aujourd'hui, avec ce grand complexe, on est fiers, comme je l'ai dit, un esprit sain dans un corps sain. Quoi qu'on veuille faire, et si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas dans les conditions, évidemment, cela mettra tout le monde mal à l'aise. Mais aujourd'hui, avec ce complexe, les enseignants, les élèves et nous, l'administration, on ne peut que se réjouir de savoir que désormais, on a un cadre vraiment approprié. Un cadre approprié qui donne même envie au ministre en charge de la culture de s'inscrire pour une formation. D'ailleurs, moi-même, je m'apprête à venir m'inscrire pour prendre des cours.
Parce que vous avez des bâtiments maintenant où des ministres peuvent venir prendre des cours. Cela revêt à mes yeux une signification extrêmement forte car je fais du développement des pratiques artistiques sous toutes leurs formes l'une de mes priorités d'action. Vous savez, il y a un internaute qui a dit « Oh non, non, lui, il n'est pas d'accord, le ministre depuis l'élève n'a pas construit de bâtiment. » Bon, je pense qu'il va être d'accord maintenant parce qu'il y a un bâtiment qui est construit. Ah. La marraine de cette cérémonie, c'est elle, Dr Marie-Louise Compaoré, une passionnée connue de la musique gospel. J'ai accepté d'être marraine. Et je n'ai pas démérité parce que ce que j'ai vu ce soir m'a beaucoup émerveillée. Et je suis très touchée et très émue de voir comment la musique a développé dans ce pays. En 1993, j'ai appris la musique dans une salle, dans l'église, dans le temple. Il n'y avait pas des écoles. Maintenant, je vois qu'il y a une école et surtout un complexe encore. C'est beau. L'INAFAC est un lieu de transmission des pratiques et des techniques dans les domaines des arts plastiques, de la musique et de la danse. Désormais, l'ambition de ses premiers responsables est de l'ouvrir à la sous-région et à l'international. À l'étranger, les premiers vaccins de Covid-19 sont arrivés en Europe. Les premières vaccinations contre la maladie ont même commencé ce samedi en Allemagne, dans une maison de retraite. C'est une centenaire qui devient la première personne vaccinée en Allemagne. C'est en Italie, par contre, que le vaccin est arrivé en premier. La première livraison de vaccins est arrivée samedi matin à l'hôpital Spallanzani de Rome, dans une Italie toujours en état de choc, pays le plus endeuillé par le Covid en Europe. 9750 doses en tout du vaccin Pfizer-BioNTech. 11 avions, 73 hélicoptères et 360 véhicules sont mobilisés pour assurer des livraisons en nombre suffisant à travers le pays. La firme pharmaceutique germano-américaine approvisionne aussi les centres de santé de Roumanie. Les premiers vaccins sont arrivés à Cantacuzino, une infrastructure militaire de la capitale, Bucarest. Les inoculations doivent débuter dès ce dimanche dans 9 hôpitaux répartis sur le territoire. La France n'est pas en reste, les vaccins arrivent de Belgique au moment où un premier cas de contamination par le variant du Covid apparu au Royaume-Uni a été confirmé à Tours. Ce Français résidait habituellement outre-Manche, il a été placé à l'isolement à son domicile. Les premières doses de vaccins ont été livrées à la pharmacie centrale de la PHP en banlieue parisienne. En Espagne également, 4 premiers cas d'infection au nouveau variant du Covid ont été détectés chez des Madrilènes. La première livraison de 350 000 doses est arrivée depuis la Belgique dans la ville de Guadalajara, au nord-est de la capitale. Des livraisons équivalentes auront lieu chaque semaine dans les mois qui viennent. Premier objectif, immuniser 2 200 000 personnes dans les 3 mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour la fidélité renouvelée. L'équipe du dimanche vous retrouve demain pour le dernier 7 info de l'année. Agréable week-end sur BFM. Bonsoir.